Britney Spears et les Pussycat Dolls. Comment ces icônes de la pop et du R&B ont-elles construit leur mythe, lesquels ont vraiment réussi à s'imposer? Loana et la planète américaine Shona Sand, comment ces célébrités qui s'improvisent chanteuses envisagent-elles leur carrière? De Paris à Los Angeles, nous les avons rencontrées. Mais c'est vrai que je suis pas une chanteuse à grande voix, j'ai pas un grand nombre d'octaves, je chante juste simplement, c'est tout. On a écrit la chanson pour vraiment mettre dans une boîte. Révélation. Ça fait le tour de la presse, tout le monde en a parlé. Scandale. Quand t'as 17 ans, t'as pas intérêt tout de suite à attaquer sur le sexe à fond la caisse. Provocation. Vous devriez vous renseigner sur moi avant de m'interviewer, merci. Des années 80 à aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours exceptionnel des chanteuses les plus sexy de la planète. Leurs visages vous disent peut-être quelque chose, et pour cause, ces deux bombes quadragénaires réunies en demi-vie sur le tournage d'un clip ont été le fantasme de toute une génération. Sabrina et Samantha Fox, au milieu des années 80, la brune et la blonde cartonnent avec Boys et Touch Me, deux tubes planétaires qui vont ancrer leur nom, mais surtout leur classique de rêve dans l'histoire de la musique. Elles sont à elles deux un mythe. Il faut pas avoir peur des mots. Enfin, je connais pas une personne qui n'a pas vu Sabrina dans sa piscine avec son petit maillot de bain très court et blanc, et quelqu'un qui n'a pas fantasmé sur la poitrine opulente de Samantha Fox. Son physique, l'anglaise Samantha Fox en a déjà fait son fonds de commerce avant même de se lancer dans la chanson. Depuis l'âge de 16 ans, ses photos dénudées ont fait d'elle un véritable fantasme national. Elle est connue pour ses photos à la page 3 du Sun. C'est un quotidien anglais, un tabloïd à très fort tirage, où à chaque page 3, il y a une jeune fille qui pose topless depuis des années et des années. Et Samantha Fox a été de celles qui sont devenues des vedettes rien qu'en posant, parce qu'elle était une des playmates les plus populaires. Elle a été la troisième femme la plus photographiée d'Angleterre, qui est après Lady Di et Margaret Thatcher, donc c'est énorme. Une notoriété associée à une image sulfureuse que des producteurs de musique vont décider d'exploiter en transformant la jeune pin-up en chanteuse. Un jour, on a l'idée de lui faire un disque. Elle n'a même pas encore 18 ans, même si elle dit le contraire. Elle avouera après qu'elle était plus jeune que ça. Il y a dans l'équipe qui tourne autour d'elle des gens qui vont plus tard produire aussi Britney Spears. Et à ce moment-là, ils lui sortent ce tube qui surfe parfaitement sur ce qui marche à l'époque, c'est-à-dire cette espèce de mélange de faux rock FM, c'est Touch Me. Là, il y a une vraie cohérence dans le propos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fille qui devient un objet de désir pour les hommes propose aux hommes de la toucher. Et donc, il y a cette espèce d'invitation au désir. Touch Me, une invitation au désir que certains fans de la chanteuse vont même aller jusqu'à prendre au pied de la lettre. Je lisais dernièrement dans le livre de Pascal Nègre, il expliquait qu'un jour, il s'occupait de Samantha Fox. Il sort d'une émission de télé, il y avait des fans devant l'émission de télé, derrière des barrières, qui demandaient des autographes. Samantha Fox, qui est une fille absolument charmante, va signer tous les autographes. Et de loin, il l'entendait, elle poussait des petits cris. Puis elle revient vers lui et il lui dit « ça va ?» et tout. Et elle dit oui ça va, et il lui dit mais t'arrêtais pas de pousser des petits cris, t'étais contente? Elle dit non, mais à chaque fois que je signe un autographe, il y a toujours des mecs qui me pincent les seins pour voir s'ils sont vrais. Ça c'est des sex symboles. Propulsée en tête des hit-parades dans 18 pays, Samantha Fox voit son premier album certifié disque de platine aux États-Unis. En France aussi, elle explose tous les records de vente. Vous savez ce que ça veut dire ça? Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a eu 330 045 tours de Samantha Fox qui ont été vendus en France. Samantha, 330,000 records selling in France.
That's Thank for you. you Merci. from DMZ. Oh, thanks very much. Oh, merci à tous. Thank you, everybody. Samantha Fox, une chanteuse sexy devenue un modèle du genre. Un an après le succès de Touch Me, des producteurs italiens décident d'adapter le concept pour le marché latin et lancent une jeune inconnue de 19 ans sous le feu des projecteurs. Sabrina, c'est une ancienne mannequin, qui vient de cette espèce de galaxie de petites vedettes entre l'Eurodance et la télé italienne et les concours de Miss qu'il y a là-bas. Et puis un jour, on lui propose ce tube qui est déjà un tube excellemment bien pensé, marketé, composé. C'est une chanson de vacances. C'est une chanson extrêmement légère, qui n'a aucun fond, mais qui touche de manière extrêmement précise le désir et l'exhibition. Avec ses paroles aguicheuses, Sabrina allume ouvertement les hommes du monde entier. Mais ce qui va surtout marquer les esprits, c'est ce clip à petit budget à la gloire de sa généreuse plastique. C'est dans le minimalisme absolu. Il n'y a absolument aucun scénario. Alors en plus, elle est dans la piscine, petit maillot de bain très léger. Elle sort de l'eau, elle s'amuse, il y a des ballons, tout ça, c'est très léger, c'est très sympa, mais qu'est-ce que c'est chaud! C'est fou, quoi. Et là où c'est très malin, c'est que c'est cadré de manière très serrée. Pendant tout le clip, on ne voit qu'elle. Et qu'est-ce qu'on attend? On devient tous voyeurs de ce clip. Alors les femmes, les hommes, les hétéros, les homos, tout le monde à un moment donné est spectateur de ça et se demande si on va voir le bout du téton ou pas. Le clip de Sabrina a fait le tour du monde très rapidement. Avant qu'il y ait YouTube ou Internet, tout le monde recherchait à voir le clip de Sabrina. C'était un vrai événement. Jugé sulfureux pour l'époque, il sera même censuré en Grande-Bretagne. Mais comme pour Samantha Fox, le concept de la chanteuse sexy fera aussi recette avec Sabrina. Classé numéro 1 des parades dans plusieurs pays d'Europe, en France, Boys restera en tête du top pendant 5 semaines consécutives. Propulsée au rang d'icône sexuelle, Sabrina fait sensation sur les plateaux de télévision. Vous, quand vous sortez en Italie, dans votre pays, c'est la révolution ou ça se passe bien? C'est la révolution. Eh oui, Oui. c'est vrai. Parce que vous avez fait une chanson aussi qui s'appelle Boys, Boys, Boys. C'est un peu de votre faute, hein, si... Non. Non, c'est pas de votre faute. Si dans la rue, il court derrière vous, c'est normal. Sabrina a été invitée dans tous les plateaux de télé parce que c'était un phénomène, mais c'était surtout un bon alibi pour s'en moquer. Et puis pour avoir une brune sexy qu'on pourrait tourner en dérision, parce que dans une mécanique d'émission, avoir quelqu'un comme ça, c'est très bon. Et puis vous avez des arguments, je dirais. Hein? Merci Oui, de... la voix. La voix, oui, bien sûr. Malgré son succès dans la musique, Samantha Fox, quant à elle, aura du mal à faire oublier son passé sulfureux. Oui, j'ai fait des photos sexy à ma façon. Mais vous l'avez fait parce que vous aimiez ça ou pour l'argent? Oui, je ne le fais plus maintenant. J'ai eu une année chargée et ces photos, c'est du passé. Et donc, toutes ces photos de vous, topless? Alors que cela fait déjà 3 ans qu'elle a cessé d'exhiber ses attributs légendaires, elle doit encore se justifier d'avoir mis un terme à sa carrière de pin-up. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces photos pendant 4 ans. Mais je ne pouvais pas continuer à le faire plus longtemps parce que de toute façon, je ne recevais même plus de propositions des agences pour faire des shootings. Ils pensaient que j'aurais demandé des millions. Difficile d'être crédible quand on s'est fait connaître en dévoilant ses charmes. Lors d'une interview, une journaliste française ira même jusqu'à lui prêter un passé d'actrice X. Mais que voulez-vous dire par là? On dit que votre carrière a commencé par des films classés X. X? C'est quoi X? Des films pornographiques? Non, je n'ai jamais fait de photos porno. Seulement des photos nues. Vous auriez dû vous renseigner sur moi avant de m'interviewer. Merci. Davantage considérée pour ses formes avantageuses que ses talents de chanteuse, Samantha Fox continuera pourtant sa carrière de chanteuse. Considérée à l'époque comme une des 10 plus grosses fortunes d'Angleterre, elle vend 35 millions d'exemplaires de ses 3 premiers albums. Alors que ça aurait pu mourir
au moment du deuxième album, elle est reprise en main par les producteurs au doigt d'or des années 80, les fameux Stock Aitken et Waterman, qui ont déjà sorti Kylie Minogue, qui ont sorti Rick Astley et qui ont produit des dizaines de numéros 1 sur la deuxième partie des années 80 en Angleterre. Et elle va enregistrer avec eux et donc prolonger un petit peu cette carrière. Sabrina, quant à elle, aura du mal à poursuivre une vraie carrière. Petit à petit, l'excitation va retomber parce qu'elle ne va pas se renouveler ni au niveau de l'image. C'est bon, on a fait le tour, on a tout vu. D'autres jeunes filles arrivent. Et puis qu'elle ne va pas, contrairement à ce qu'a pu faire Madonna ou plus tard Britney Spears, renouveler la musique et passer à quelque chose de créatif et d'innovant. Pour les deux icônes des 80s, ce sont les années 2000 qui seront l'occasion de revenir dans la lumière. Reconvertie en épouse et mère de famille modèle, c'est en continuant à surfer sur le succès de Boys que Sabrina va renouer avec son public. Moyennant un cachet de plus de 7 000 € par prestation, la bombe italienne est remontée sur scène il y a 3 ans à l'occasion d'une tournée de 72 dates réunissant les vedettes des années 80. Moi qui l'ai suivi pendant 1 an et demi chaque soir, je constatais le plaisir qu'elle avait, la joie comme un enfant, de monter sur scène et de donner aux gens ce qu'ils attendaient d'elle. Vraiment, j'étais témoin de ça et franchement, elle le faisait avec beaucoup de plaisir, beaucoup de respect et pour le public. Et elle allait jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire, les tenues sont toujours aussi sexy. Pour Samantha Fox, c'est sa vie privée qui va faire parler d'elle. Après avoir été ruinée par son propre père, la starlette a fini par révéler il y a quelques années le secret qu'elle cachait depuis toujours. Samantha Fox, qui a été l'idole des camionneurs, des adolescents boutonneux, de tous les aficionados de l'imagerie sexy, Samantha Fox annonce qu'elle préfère, à ce jour-là, les femmes. C'est un choc énorme. Depuis, l'icône sexuelle des années 80 n'hésite plus à s'afficher ouvertement avec celle qui partage désormais sa vie, Mira Stratton, sa manageuse. Donc là, c'est presque une manière pour refaire du buzz autour d'elle. C'est très malin. Ça fait le tour de la presse, tout le monde en a parlé. Tous ceux qui, à un moment donné, l'avaient mis en tant qu'icône hétéro, on dit, voilà, non, maintenant... Ça nous fait plaisir de voir les deux bimbos qui nous ont fait rêver dans les années 80. Un joli coup marketing qui a permis aux deux anciennes gloires de se remettre en scène le temps de quelques plateaux télévisés, comme ici en Russie. 25 ans après leur début, difficile pourtant d'imaginer les deux icônes des années 80 renouer avec le haut de l'affiche. Depuis les années 90, des héritières de taille les ont déjà détrônées en exposant tous les codes de la chanteuse belle et sexy. Mais il y a surtout ce décolleté super plongeant, donc c'est permet au réalisateur de bien tester sa caméra, quoi. Très sexy, qui peut tout se permettre, les talons aiguilles dans la piscine, le côté amour avant. On avait vraiment elles avaient le même nom, mais c'était plus du tout les mêmes femmes. 1990, quand la France découvre Mariah Carey pour la première fois à la télévision, elle est déjà un mythe aux États-Unis. Âgée d'à peine 20 ans, la jeune chanteuse séduit par son naturel et sa simplicité. Mariah Carey a d'abord assis sa crédibilité sur une première partie de carrière extrêmement soft. Le côté presque chrétien de la soul music, le côté noble, le côté... qui n'assumait pas ses désirs. Une consécration à laquelle s'ajoute une histoire d'amour avec celui qui l'a découverte et a fait d'elle une star, le patron de la maison de disques Sony, Tony Mottola. Elle s'est mariée avec le président de son label, et là, alors que l'histoire aurait dû être magnifique, c'est-à-dire qu'elle avait les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire que le monde entier était charmé par sa voix, cette femme a vécu un drame intime. Elle était dans une cage dorée où son producteur extrêmement jaloux, extrêmement possessif et extrêmement autoritaire l'empêchait d'avoir une liberté sur son travail artistique. Ça veut dire que pendant des années, Mariah Carey a fait quelque chose qui ne lui correspondait pas. Elle voulait quelque chose de beaucoup moins lisse, elle voulait s'assumer en tant que femme, elle voulait être expérimentatrice de plein de choses, elle voulait être une femme libre. Et elle était une femme riche, elle était une femme célèbre, mais elle n'était pas une femme libre. C'est la petite fiancée de l'Amérique, quoi, propre à tout niveau, etc.
En 1996, le couple se sépare après seulement 3 ans de mariage. Une libération qui va sonner comme une renaissance pour la jeune chanteuse. Et Mariah Carey a découvert une adolescence, quoi. Elle s'est dit, je suis une petite adolescente, une petite fille, je vais m'éclater, je vais m'amuser, et elle n'y est pas allée par 4 chemins, quoi. Avant, elle chantait les grandes ballades langoureuses qu'on connaît avec The Voice, et puis elle est passée au hip-hop, où elle a voulu devenir une nouvelle égérie du hip-hop américain, du hip-hop mondial. Elle va voir les meilleurs, et qui vont lui servir des morceaux d'orfèvre. Dans ce fameux clip où elle était en roller habillée de manière très sexy, on a commencé à voir une autre Mariah Carey, beaucoup plus femme, beaucoup plus aguicheuse. C'est-à-dire qu'elle délaisse les grandes robes, les grandes tenues à paillettes qu'elle avait de diva, etc. Et là, elle opte clairement pour la tenue sexy, et surtout, elle met les seins en avant, quoi. Elle met vraiment les seins en avant. On la découvre, et ça c'est pire que tout, on la découvre aguicheuse, sexy, dragueuse de mecs, etc. C'est une nana qui sort de son mariage raté avec Tommy Mottola, et clairement, elle se met sur le marché, quoi. Allez-y. En fait, il y a eu 2 Mariah Carey. Il y a eu la Mariah Carey révélée en tant que chanteuse classique et sage, et la diva bimbo à partir de Fantasy, ultra sexy et un peu plus encanaillée musicalement. Un changement d'image radical qui trouvera grâce aux yeux de ses fans. Propulsée en tête des charts américains pendant 8 semaines d'affilée avec Fantasy, la nouvelle diva du R&B déchaîne les foules jusqu'en France. Adulée dans le monde entier, elle va jouer à fond son personnage de chanteuse libérée et sans tabou. Relookée selon les codes vestimentaires du hip-hop, au fil des années, Mariah Carey va porter cette nouvelle image à son paroxysme. Mariah Carey, je pense qu'elle est devenue bimbo à l'âge où on devient une femme mûre. On a l'impression que tout ce qu'elle n'a pas pu faire petite fille, qu'à un moment donné, on l'a enfermée de manière tellement difficile que là, elle en fait des tonnes. Elle en fait des tonnes et ça devient presque pathétique à un moment donné, dans le corps, dans ses vêtements, dans sa manière d'être. Jouer la carte du sexy pour servir son image et sa carrière, une stratégie que Mariah Carey va appliquer à la moindre occasion. Dans ses clips, sur scène ou en public, la pin-up va faire de son physique son principal atout de promotion. Sa paire de seins, c'est devenu maintenant son argument marketing numéro 1. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je l'ai vu en émission, enfin, je l'avais en invité dans une émission télé. Elle était à ça de la table, parce qu'elle met les seins en avant et qu'elle les met vraiment, vraiment en avant. Il faut qu'on voit ça avant tout. À un moment donné, elle se fait manger par son propre personnage. C'est comme si elle avait créé un double d'elle-même qu'elle ne maîtrise plus. Elle joue la bébête idiote, mais tout est calculé. Tout est calculé, c'est évident. Il n'y a rien fait au hasard. Tout est calculé. C'est une nana qui est super sympathique. Moi, j'ai eu la chance aussi de me retrouver avec elle seule dans une pièce. C'est la nana la plus simple du monde. C'est-à-dire que limite, elle va te demander un coca, elle va se transformer en nana normale, elle va plus faire attention à elle, etc., etc. Dès qu'il y a une caméra, je l'ai vu changer. And I was like, why are you so obsessed with me? Depuis près de 15 ans, Mariah Carey n'en finit plus d'appliquer toujours la même recette. Chaque nouveau clip est l'occasion pour elle d'exhiber ses charmes et sa plastique généreuse. Et avec l'âge, elle joue toujours à la grande gamine sexy. Et comme elle est toujours crédible artistiquement et physiquement, eh ben, il n'y a pas de raison que ça marche plus. Elle le sait, ça fait 20, 25 ans qu'elle est dans le business, Mariah Carey. Elle sait exactement comment ça se passe. Et elle sait en tout cas que pour contrer les petites jeunes qui sont là maintenant, il faut qu'elle fasse ça en plus. Difficile pourtant de rivaliser avec Mariah Carey. Avec 175 millions d'albums vendus à travers le monde, elle demeure à ce jour l'artiste féminine la plus rentable de l'histoire de la musique. Considérée comme la diva du R&B mondial, Mariah Carey est devenue un modèle qui a inspiré toute une génération de chanteuses. Au milieu des années 90, la France a, elle aussi, son icône du R&B. Février 1996, avec Dieu m'a donné la foi, Ophélie Winter est la première chanteuse R&B à mélanger attitude sexy et religion.
la bombe sexuelle des années 90, mais également une bombe musicale. C'est les deux, Ophélie Winter. On peut pas, c'est pas Sabrina. Elle a adapté une sorte de mécanique américaine à une chanson de variété française, et c'était tellement nouveau, tellement différent, et puis elle n'a pas une voix médiocre. Il y avait quand même, c'était bien produit, c'était intelligent et tout ça, donc ça a fait un gros succès. Dieu m'a donné la foi a été un carton en France parce qu'il a rempli sur le marché français ce rôle de tube R&B qui n'existait nulle part ailleurs. Un petit peu alliance ethnique, oui, mais en tout cas dans ce côté personnage sexy, il n'y avait pas d'équivalent à tout ce qui était en train d'exploser aux États-Unis. Et elle, bang, elle arrive avec quelque chose de très bien produit, de très bien chanté, de très bien pensé. Classé numéro 1 du top 50, le single qui se vendra à plus de 500 000 exemplaires permet à Ophélie Winter d'obtenir son premier disque d'or. Une récompense pour laquelle la jeune artiste de 22 ans travaillait déjà depuis longtemps. Sur ces images, Ophélie Winter n'a que 13 ans. Depuis toujours, elle rêve de devenir chanteuse et enchaîne les apparitions sur les plateaux télé. Ophélie Winter, c'est déjà la fille d'un chanteur célèbre des années 70, et elle a bénéficié du réseau dans le métier de son père. Elle vit dans un milieu qui a fait qu'elle a eu une facilité pour rentrer dans le réseau artistique. Parce que des jolies filles blondes, il y en a un paquet. Elle a brûlé les étapes grâce à ça. En 1993, 3 ans avant d'exploser avec Dieu m'a donné la foi, Ophélie Winter commence enfin à attirer l'attention sur elle. Les gens commencent à trouver qu'elle a un physique intéressant, qu'elle a une énergie incroyable. Et là, effectivement, elle a une volonté d'y arriver qui est très américaine. Et donc ça fonctionne, puisque elle se fait très vite repérer par M6, elle va présenter les émissions musicales, et ça va lui permettre de faire les bonnes rencontres pour effectivement monter des disques. Pendant 3 ans, Ophélie enchaîne les tubes et sera même nominée à 2 reprises aux victoires de la musique. Elle n'obtiendra pourtant jamais la consécration. C'est quelqu'un qui aime vraiment la musique, qui a fait des apports de R&B très intéressants, qui a décomplexé la scène française par rapport au R&B. Donc elle est importante dans l'histoire de la musique finalement, mais on ne l'a jamais valorisée pour ça. Il y a un côté toujours très péjoratif quand on parle d'Ophélie Winter. On parle d'elle comme phénomène, mais musicalement, finalement, on n'a jamais eu de respect pour elle. Ce qui est très injuste. Il y a une particularité au marché français, c'est qu'on a du mal à accepter que quelqu'un soit doué artistiquement et soit une bombe sexuelle. Elle a vraiment été victime de son physique à un moment donné, parce qu'il y avait vraiment des envies, il y avait vraiment une volonté artistique, et c'est une artiste. C'est une artiste à part entière. Je sais qui je suis et ce que je veux faire. Je m'en fous. Moi, je sais que je suis pas une bimbo à l'intérieur, je sais que je suis une fille bien et... Tenue à l'écart de la scène musicale à cause de ses déboires personnels, Ophélie Winter sera contrainte de mettre sa carrière de chanteuse entre parenthèses. Et fidèle à sa réputation de battante, en 2009, elle fait son comeback avec un nouvel album après 7 ans d'absence. 7 ans? Ouais. Waouh. Non, pas 7 ans. À 2002. Ah si, t'as raison. Bah, tu vois, le temps passe vite. Premièrement, j'ai eu plein de problèmes perso où j'étais malade pendant 2 ans. Après, j'ai le temps de se remettre d'aplomb, de régler les problèmes dans ma vie. Il fallait que je passe une période qui apparemment est, entre guillemets, un peu obligatoire chez les artistes, de souffrance, de machin, de je me cherche, de... Voilà, donc j'ai porté ma croix. Mais je me sens être redevenue qui j'étais avant. Donc c'est encore mieux. J'ai une vie qui a complètement changé, grâce à Dieu, et l'album le reflète bien. Là, ça R&B quoi qu'il arrive, parce que c'est quand même ma musique de prédilection, mais il y a certains morceaux qui sont un peu plus pop électro, mais bon, ça reste du Ophélie Winter quoi qu'il arrive. Hein. Moi, je serais resté pour miser sur elle, hein, parce que dans les années qui viennent, elle a tellement de vécu, elle a tellement qu'elle peut nous surprendre.
Plus de 10 ans après avoir fait vibrer les dance floors, la pionnière du R&B français n'a pas encore dit son dernier mot. Avec un prochain album déjà en préparation, elle aura certainement bientôt l'occasion de montrer à la relève des années 2000 qu'il faut toujours compter avec elle. J'appelle ça la méthode Madonna, c'est-à-dire que dès très jeune, on assume tout, on y va à fond la caisse. Sous-jacent hyper sexy. Et donc cette espèce de contradiction-là, ce coup de génie-là, est une révolution. Mais à l'époque, jouer les jeunes chanteuses aguicheuses n'est pas du tout du goût de l'Amérique traditionnelle et puritaine, qui voit en Britney Spears un mauvais exemple pour la jeunesse, qui est son cœur de cible. Pour la protéger des attaques, son entourage lui conseille alors de faire la distinction entre son personnage sulfureux et la jeune fille qu'elle est réellement dans la vie. Vous êtes très jeune, mais pourtant vous avez une image très sexy. Est-ce que c'est difficile à vivre ou est-ce que c'est quelque chose qui est naturel pour vous? Que quelqu'un me trouve sexy ou qu'on me dise que j'ai du sex appeal, moi je trouve ça très flatteur. Et puis c'est un plus pour ma carrière. Dans la ligne de mire de la presse, un scandale à cause de sa relation avec Justin Timberlake. Pour ne pas choquer, l'idole des adolescents ira même jusqu'à prôner la virginité avant le mariage. Le discours très prude de Britney aux États-Unis, il vient du fait qu'elle provient du Mickey Mouse Club, qu'elle animait avec, entre autres, Justin Timberlake, qui est devenu par la suite son petit ami. Et donc, venant du monde de l'enfance, dans l'imagerie américaine, elle se doit de tenir ce discours très prude. C'est très simple, elle a 17 ans. T'es aux États-Unis, t'es dans un pays qui est quand même le pays le plus puritain du monde, qui est à la fois le plus gros diffuseur de vidéos porno, certes, mais qui est aussi le pays le plus puritain du monde. Donc quand t'as 17 ans et que tu te lances dans la musique et que tu viens du Mickey Mouse Club et que tu veux te faire connaître, t'as pas intérêt tout de suite à attaquer sur le sexe à fond la caisse. Pour brouiller les pistes quant à sa véritable nature, une stratégie qui va permettre à Britney Spears de se hisser en tête des charts américains. Vendue à 500 000 exemplaires le jour de sa sortie aux États-Unis, Baby One More Time dépasse les frontières et propulse la chanteuse au rang de phénomène mondial. La France n'est pas épargnée. Je savais que j'étais déjà connue aux États-Unis, mais là, waouh, ça fait vraiment tout drôle de voir que mon nom est connu dans le monde entier. C'est dingue, c'est même très excitant. Surfant sur la tendance de son premier tube, Britney Spears fait sensation à chacune de ses représentations. Mais après 2 albums et 3 ans passés à jouer les chanteuses pour adolescents, ses producteurs décident de faire évoluer son image de manière radicale. C'est-à-dire qu'ils demandent au producteur le plus sulfureux du moment, qui est Pharrell Williams, des Neptunes, de lui écrire une chanson, qui est certainement son meilleur titre à l'heure actuelle, qui est I'm Slave For You. Et alors là, on découvre quand tu prends Baby One More Time et quand tu prends I'm Slave For You, 3 ans plus tard, c'est le jour et la nuit. Tenue ultra sexy, lumière tamisée, où tu ne vois aucun défaut, la sueur avec les gouttes qui descendent le long de ton visage, les tenues un peu mouillées, c'est-à-dire que c'est limite concours de t-shirt mouillé, la chanson extrêmement langoureuse. Si c'est pas elle qui le fait, il y a toujours un danseur, un couple de danseurs, hommes et femmes dans le coin, qui va faire toutes les positions du Kama Sutra, et ça y va comme ça. Brisant définitivement son image de jeune fille prude, la chanteuse émancipée n'aura alors de cesse de se mettre en scène de manière sulfureuse. En direct à la télévision, elle va même jusqu'à jouer ouvertement la carte de la provocation sexuelle devant des millions de téléspectateurs. Lors des MTV Video Music Awards de 2003, Britney Spears se produit en trio avec Christina Aguilera et Madonna. Et à un moment, au milieu de la chanson, Madonna va embrasser à pleine bouche d'abord Britney Spears, qui est l'image qu'on a le plus retenue, et ensuite Christina Aguilera, qui est l'image qu'on a un peu coupée au montage de nos mémoires. Elle est géniale cette image avec Madonna parce qu'en fait c'est vraiment un pacte entre Madonna et Britney Spears. Elles vont vraiment là montrer à la concurrence que c'est elles les reines. Le concept of the Pussycat Dolls has been around for about... existe depuis 10 ans à peu près. Ouais. Okay. And it started off as a cabaret. Donc, au départ, c'était inspiré du burlesque, inspiré de Bob Fosse, du cabaret. Donc la troupe a été créée sur casting. Au départ, ce ne sont pas nécessairement des chanteuses. Ce sont plus ce qu'on appelle aux États-Unis des performeurs. Elles savent danser de manière professionnelle, pas des go-go danseuses, pas des stripteaseuses.
elles dansent, elles peuvent danser avec des talons de 12 cm. Et tout de suite, ils ont trouvé un point de chute au Viper Room, qui est une boîte qui appartient à Johnny Depp, qui est située à Las Vegas. Et en fait, les filles, tous les soirs, au Viper Room, vont donner un spectacle. Alors c'est un spectacle de reprise. Elles vont reprendre plein de chansons. Ça peut aller de « Voulez-vous coucher avec moi » de Lady Marmalade aux tubes les plus récents. Exporté à Los Angeles, le show des Pussycat Dolls fait sensation au point d'attirer l'attention des producteurs. Leur objectif, exploiter le filon et transformer la troupe de danseuses en véritable machine à tubes. Et ensuite, dans la tête des producteurs, ils se disent « On a un truc, la musique aujourd'hui, on peut faire de la musique Kleenex, de la musique facile. Eh ben, on va créer la deuxième génération des Pussycat Dolls, qui cette fois-ci va être un groupe fait pour devenir un groupe de musique. » Donc ils vont d'abord commencer par trouver ce qui fait le cœur même, l'essence même des Pussycat Dolls, c'est-à-dire les danseuses. Ça, il n'y a pas de problème, casting, Las Vegas, voilà, les 5 danseuses. Et puis il faut la chanteuse. Et pour la chanteuse, ils sont pas bêtes. On va taper dans du lourd parce que c'est la chose la plus crédible pour faire un groupe musical. Et c'est simple, ils vont juste appeler la nana qui a gagné Popstar aux États-Unis, qui s'appelle Nicole. Nicole fait le casting, ça tombe bien, elle est mignonne, ça tombe bien, elle est jeune, ça tombe bien, elle sait danser, elle se débrouille même très très bien. Elle a peut-être pas le niveau d'une vraie danseuse de Las Vegas professionnelle, mais en tout cas, elle sait très bien danser et elle peut vite apprendre. Et surtout, elle a une voix magnifique. Donc dès le début, c'est un formidable objet marketing, les Pussycat Dolls. Malgré un succès international, les Pussycats vont se dissoudre petit à petit au gré des envies et des désirs de chacun des membres. Au terme de 2 albums, Nicole Scherzinger s'est finalement retrouvée seule aux commandes, toutes les danseuses ayant déserté le groupe. Elles peuvent revenir, partir, réapparaître, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est Nicole. Toute la communication du groupe est basée sur Nicole Scherzinger. À partir du moment où le vedettariat et le leadership est clairement et complètement assumé par Nicole Scherzinger, derrière, c'est extrêmement interchangeable. Avec Nicole aux commandes du jury, l'année dernière, une émission de télé-réalité organisait même un casting géant pour recruter les nouvelles Pussycat Dolls. Il faut recruter 5 nouvelles danseuses pour mettre autour de Nicole. Et normalement, il y a un nouvel album en 2011. Malgré les remaniements au sein du groupe, les Pussycat Dolls continuent d'exister à travers leur meneuse de revue qui a montré qu'on pouvait atteindre les sommets en surfant sur la tendance cabaret. Non seulement